La Kabbale est un ancien système d'enseignement ésotérique hébreu, communiqué aux initiés par le biais de symboles et de correspondances. L'aspect le plus connu de la Kabbale est l'arbre de vie, qui est formé par 10 séphirotes reliés par 22 chemins. Chaque séphira correspond à des aspects mentaux et émotionnels de l'homme. La Kabbale a des correspondances avec les systèmes de chakras védiques, chaque niveau de l'arbre correspondant à un chakra différent. L'arbre de vie représente la progression de l'énergie depuis la conscience de base jusqu'à la conscience éclairée ou d'unité. Dans la tradition kabbalistique, il est fait référence aux 4 mondes de la Kabbale, représentés par des triangles sur l'arbre de vie. Le monde inférieur correspond au plan physique ou matériel. La franc-maçonnerie est une tradition ésotérique qui utilise des symboles pour illustrer des enseignements moraux et spirituels. Elle est souvent mal comprise en raison de son image moderne comme une simple organisation fraternelle. Cependant, la véritable franc-maçonnerie est bien plus que cela. Elle vise à amener les individus à se connaître eux-mêmes, à développer leur esprit et leur âme, et à rétablir la moralité. Les 3 premiers degrés de la franc-maçonnerie représentent respectivement la pensée, l'émotion et l'action. Les symboles tels que le compas et le carré représentent la connaissance supérieure et l'équilibre des instincts de base. La résurrection est un thème central de la franc-maçonnerie, symbolisé par la figure du Christ ou d'Hiram Abif, le maître d'œuvre, qui incarne la recherche de la vérité et la régénération spirituelle. La figure représentant l'œil universel dans un pentacle, pointant vers le haut, symbolise le but de la franc-maçonnerie ésotérique, renaître à la conscience à travers la lumière de la connaissance de la loi naturelle. Le cercueil du 3e degré et la tombe d'Iramis représentent la mort de l'esprit lorsque l'intellect et l'action prévalent sans être guidés par la perspicacité spirituelle et la moralité. L'acacia au sommet de la tombe symbolise l'espoir de la résurrection et de la communication de la loi naturelle et de la moralité. Cette tradition est fortement liée à la tradition kabbalistique, où la planche du 1er degré ressemble à l'arbre de vie. Les outils au bas de la planche représentent les obstacles à la connaissance, à la compréhension et à la sagesse, et leur absence entraîne l'ignorance, la confusion et l'inaction morale. Les piliers Jacqueline et Boas représentent les aspects masculins et féminins de la conscience, et le pilier central représente la synthèse des deux et la création de la pensée. L'est la direction de la lumière et de l'éveil de la conscience, tandis que l'ouest représente l'obscurité. Le damier en bas symbolise la conscience de base, qui n'a pas encore fait la distinction entre le bien et le mal, tandis que les blocs de cendre représentent 2 formes de vie, l'une brute et l'autre raffinée par elle. Eux travaillent sur soi. L'échelle représente le voyage vers l'illumination, allant de l'obscurité à la lumière avec la sagesse comme point d'équilibre. Les 3 initiés représentent les différents niveaux d'initiation maçonnique, apprenti, compagnon et maître maçon. Il s'agit d'une synthèse de différents éléments symboliques décrits dans le texte. L'auteur explique que la planche du 1er degré en franc-maçonnerie représente un symbole complexe, mêlant connaissance de soi, loi naturelle et acquisition de savoir. L'auteur souligne que ce symbole est souvent incompris par les initiés de niveau inférieur, mais qu'il renferme un symbolisme puissant et ésotérique. La planche représente également la Terre, avec ses lignes de latitude et de longitude, ainsi que les trajectoires du Soleil autour de celle-ci. L'auteur interprète aussi la structure pyramidale et l'œil au sommet comme représentant la conscience et la lumière de la connaissance, tandis que la brique symbolise la rigidité et l'obscurcissement. En somme, ce symbolisme complexe est considéré comme le symbole ultime de la franc-maçonnerie, représentant la connaissance et la construction avec la lumière plutôt qu'avec des barrières et l'obscurité. Le texte traite de la notion du nouvel ordre mondial et des différentes interprétations qui peuvent en découler. Il souligne que selon le matériel utilisé, il peut favoriser soit le travail des occultistes de lumière, qui cherchent à communiquer la vérité et la connaissance, soit le travail des occultistes de l'ombre, qui cherchent à bloquer la lumière du Créateur dans le monde et à asservir les masses. L'auteur mentionne également l'importance de la construction avec la lumière, symbolisée par la transmutation de la pierre en lumière ou en connaissance, et met en garde contre la tentation d'éteindre la lumière du Créateur pour créer un nouvel ordre mondial sombre, dominé par des élites qui asservissent le reste de l'humanité. Le tarot moderne utilise un jeu de 78 cartes pour transmettre des vérités sur notre être et les lois du cosmos. Il se compose des arcanes majeurs, 22 cartes représentant la psyché humaine et la loi naturelle, et des arcanes mineurs, 56 cartes divisées en 4 couleurs représentant les aspects de l'individu. Malheureusement, de nos jours, le tarot est souvent considéré comme un moyen de divination plutôt que comme un outil pour transmettre des vérités profondes. Le tarot, avec son symbolisme riche, peut être considéré comme un livre encodé qui contient une multitude de leçons. Les couleurs du jeu représentent les 4 plans de l'individu,
terre, matériel, air, intellect, eau, émotion, et feu, action. La carte de la roue de la fortune représente le tarot lui-même et ses différentes significations symboliques. Le mot tarot est lui-même riche en significations, avec des liens phonétiques avec le latin et l'hébreu, évoquant l'idée de cultiver, plaider et la loi. En somme, le tarot moderne est bien plus qu'un simple jeu de divination, il est une source de connaissances profondes sur nous-mêmes et sur l'univers qui nous entoure. Le symbolisme puissant peut être trouvé dans les cartes symboliques, notamment dans le tarot, et la tradition du rosicrucianisme. Le rosicrucianisme est une tradition ésotérique du christianisme qui utilise l'allégorie et le symbolisme pour représenter le voyage de l'âme vers la connaissance et l'illumination. La rose-croix est le symbole principal de cette tradition, avec la partie rose représentant l'esprit et la partie croix représentant le monde matériel. Les bras de la croix représentent les 4 éléments de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. La rose-croix est également composée d'une étoile à 5 branches ou tacles représentant l'esprit, ainsi que de 7 roses en forme de U symbolisant les 7 principes hermétiques. Le rosicrucianisme enseigne la loi spirituelle de l'unité, selon laquelle on doit traiter les autres comme on voudrait être traité soi-même. La théosophie, quant à elle, est une philosophie ésotérique qui étudie les mystères de la nature et de la divinité. Fondée par Elena Petrovna Blavatsky au XIXe siècle, la théosophie recherche la sagesse divine à travers la connaissance directe des lois de la création dans le domaine visible et invisible. La société théosophique prône la recherche de la vérité et considère qu'il n'y a pas de religion plus élevée que celle-ci. Cependant, la théosophie exotérique s'est parfois éloignée de son essence véritable. En résumé, le symbolisme puissant se trouve dans ces traditions occultes, qui mettent l'accent sur la connaissance des lois de la nature et de l'univers, ainsi que sur l'importance de la vérité et de l'unité. La théosophie, enseignée par Elena Blavatsky, affirme la présence d'une étincelle divine en chaque personne, qui peut conduire à l'illumination spirituelle avec l'entraînement approprié. Les théosophes sont des chercheurs de vérité insatisfaits des religions organisées et voient la nature ou la loi comme Dieu, une force impersonnelle qui opère dans le domaine physique. Ils croient en la réincarnation et en l'existence de différentes races racines représentant des niveaux de conscience différents. Selon eux, le temps progresse de manière cyclique, influençant la conscience et générant des leçons pour l'évolution de l'humanité. Si la conscience n'est pas suffisamment élevée, des événements cataclysmiques peuvent se produire, nécessitant un nouveau départ à partir d'une nouvelle race racine. Enfin, le téléma est un système de pratique magique développé par Aleister Crowley, qui, bien que controversé, incarne un magicien gris qui a utilisé ses connaissances pour exercer une influence négative sur les autres. Aleister Crowley, bien qu'il ait également écrit des ouvrages spirituels, reste une énigme. Le précepte principal de sa tradition occulte, le téléma, est souvent mal compris. Faire ce que l'on veut est la loi, mais cela doit être en harmonie avec la volonté véritable, c'est-à-dire le véritable but et chemin de chaque être humain en accord avec l'univers. La vraie volonté est guidée par le soi supérieur et la loi naturelle. Cela ne signifie pas faire tout ce que l'on veut, mais plutôt suivre la véritable volonté pour atteindre l'ordre et l'harmonie dans nos vies et dans la société. L'amour doit être le fondement de la volonté, car seules les actions basées sur l'amour, et en accord avec la moralité et la loi naturelle peuvent produire de l'ordre. Dans ce passage, l'auteur parle de la jonction du calice et de la lame, symbolisant une combinaison fluide et éternelle, représentant les 5 éléments de la nature et la volonté réelle. Il mentionne également le concept du Saint-Ange gardien, qui représente la connexion avec le soi supérieur et la recherche de la véritable volonté. L'auteur souligne l'importance de faire taire la voix de l'ego pour écouter la sagesse intérieure et suivre la voie de la sagesse. Il évoque également le livre de la loi, dicté par une conscience spirituelle supérieure, qui marque une nouvelle étape dans l'évolution spirituelle de l'humanité. L'auteur mentionne aussi l'occultisme noir, qui se réfère à ceux qui utilisent la lumière à des fins obscures, tels que les satanistes et les lucifériens. La Kabbale enseigne de véritables leçons morales issues de la tradition ésotérique. Cependant, il existe une partie sombre de la Kabbale appelée les kabbalistes clipotiques, qui sont associés aux pratiques occultes et au culte du soleil noir. Le soleil noir représente une forme d'obscurité, une inversion polaire de la connaissance utilisée à mauvais escient pour contrôler et asservir les gens. Ces pratiques occultes se retrouvent dans diverses institutions influentes telles que la finance, la politique, la religion, la royauté, les médias, l'éducation, les sociétés secrètes, etc. Elena Blavatsky, une enseignante de la philosophie occulte,
a averti contre ce culte du soleil noir et a souligné que la véritable magie possède un côté lumineux et sombre, et est toujours présente et influente dans la société, même si souvent méconnue. Dans ce texte, l'auteur mentionne l'utilisation de stratégies occultes dans différents domaines de la vie, tels que la politique, la vie quotidienne et même dans certaines organisations. Il critique ceux qui utilisent ces stratégies, qualifiant leur nature d'égoïste, vengeresse et malveillante. L'auteur exprime également son désaccord avec cette philosophie et encourage les gens à parler ouvertement de ce sujet au lieu de se taire. Il reconnaît la valeur de certaines personnes, même s'il n'est pas d'accord avec tout ce qu'elles disent, tout en soulignant les difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui cherchent à éclairer les autres avec la connaissance occulte. L'auteur aborde ensuite le symbolisme occulte, affirmant que les symboles sont présents partout dans notre vie quotidienne et qu'ils véhiculent des messages subtils. Il soutient que comprendre la signification des symboles est important car ils transmettent une vibration énergétique qui peut influencer notre conscience. Il rejette l'idée selon laquelle étudier le symbolisme ou chercher à comprendre sa signification serait une perte de temps, soulignant que cela peut conduire à un analphabétisme symbolique et à une incompréhension des messages qui nous sont transmis. En résumé, l'auteur critique l'utilisation de stratégies occultes, encourage à parler ouvertement des sujets occultes, et met en garde contre la nécessité de comprendre le symbolisme pour ne pas être influencé sans en être conscient. Le texte explique la notion d'archétype comme des formes de base sur lesquelles repose le symbolisme. Parmi les 5 archétypes sélectionnés, le cercle symbolise la perfection et la divinité, le carré représente la stabilité et la nature terrestre, le triangle symbolise l'équilibre et la synthèse, l'étoile représente l'esprit et l'ouverture, et la croix symbolise le pouvoir et l'autorité. Le symbolisme est considéré comme une tradition de communication permettant de transmettre des idées et des concepts complexes. Cependant, l'auteur souligne que la pensée corrélationnelle, c'est-à-dire la capacité à établir des liens logiques entre différents symboles, est souvent absente dans la société. Il donne l'exemple de l'algèbre pour illustrer cette pensée corrélative et affirme que la plupart des gens ont du mal à l'appliquer. L'analphabétisation symbolique est donc un problème répandu. L'utilisation de l'alphabétisme symbolique combinée à l'absence de pensée corrélative facilite la manipulation du comportement à un niveau subconscient. Cela permet de transmettre des messages subliminaux sans que les personnes ne s'en rendent compte ni ne comprennent leur signification. C'est ainsi que certains manipulateurs parviennent à obtenir ce qu'ils veulent au détriment d'autres personnes. Un exemple concret de manipulation mentale à travers le symbolisme archétypal est celui de Betty Crocker, une entreprise alimentaire américaine. Dans les années 1950, ils avaient développé un mélange à gâteau instantané. Cependant, ce produit ne se vendait pas aussi bien qu'ils l'espéraient. Ils ont donc fait appel à des approches psychanalytiques pour trouver une solution. Après des études et des entretiens avec des femmes au foyer, ils ont découvert qu'une des raisons pour lesquelles les ménagères n'achetaient pas ce produit était qu'elles se sentaient coupables de tromper leur famille en leur faisant croire qu'elles avaient fait elles-mêmes le gâteau. La solution trouvée par les psychologues engagés par Betty Crocker était d'ajouter simplement 3 mots aux instructions sur la boîte, ajouter un œuf. L'œuf symbolisait la vie et la naissance, ajoutant ainsi un sentiment de participation et d'investissement personnel de la ménagère dans la préparation du gâteau. Cette manipulation subtile a conduit à un succès commercial car les femmes se sentaient désormais plus impliquées dans la création du gâteau, réduisant ainsi la culpabilité ressentie. Cela illustre comment l'utilisation de symboles archétypaux peut influencer le comportement des individus de manière subliminale et les pousser à agir d'une certaine manière, parfois sans même s'en rendre compte. Il est donc important de comprendre ces mécanismes de manipulation pour pouvoir les détecter et les éviter. La publicité utilise souvent des symboles pour créer un lien émotionnel avec le consommateur. Par exemple, dans les années 50, Betty Crocker a ajouté un œuf à sa recette de préparation pour gâteau, ce qui a suscité un sentiment de culpabilité chez les femmes au foyer. En ajoutant cet ingrédient, elles pouvaient se sentir plus créatives et vitales. Cette stratégie a fonctionné et les ventes ont explosé. De même, le symbolisme solaire est utilisé pour transmettre des messages de lumière, de vie, de connaissance et de pouvoir. Les marques l'utilisent pour inspirer confiance et souveraineté, en associant leurs produits à l'énergie du soleil. Par exemple, des banques utilisent le soleil levant dans leur logo pour renforcer la confiance des clients. En conclusion, le symbolisme était un outil puissant utilisé dans la publicité pour influencer les émotions des consommateurs et les inciter à acheter. Le texte évoque le symbolisme du sang, particulièrement lié à la banque et au pétrole. Il souligne que le sang et l'argent sont perçus comme des forces vitales nécessaires à la vie. Les compagnies pétrolières utilisent également ce symbole,
car le pétrole est vu comme une substance renouvelable par la Terre. Le texte exploite également le symbolisme astrothéologique, qui associe différents symboles à l'autorité, au pouvoir, à l'intelligence, à la divinité et à l'évasion. Il mentionne que différentes religions utilisent ces symboles, tels que la lune dans l'islam, les étoiles et Saturne dans le judaïsme, et la croix du zodiaque est le symbole des poissons dans le christianisme. Le texte met en évidence le fait que le christianisme est une réinterprétation des divinités solaires de l'Antiquité. Enfin, il mentionne l'utilisation de différents symboles dans le marketing et la publicité, tels que le bélier pour le confort et la sexualité, le croissant de lune pour la déesse et la souveraineté, et les anneaux de Saturne pour la communication et la confiance. Certains constructeurs automobiles utilisent le symbolisme astrologique et théologique dans la conception de leurs voitures. Saturne et Mercure sont des exemples évidents, tout comme BMW qui utilise le motif de la croix astrologique. D'autres marques, comme Chanel, utilisent le symbole des poissons pour représenter l'union masculine et féminine, associée à l'argent, à la confiance, etc. Le pentagramme, un symbole occulte, est utilisé par de nombreuses écoles occultes et représente les 4 éléments, terre, air, eau, feu, et l'esprit. Les occultistes noirs pervertissent souvent ces symboles existants à des fins négatives. Par exemple, le symbole védique de la swastika a été inversé par les nazis pour représenter la mort et la destruction. Le symbolisme pentagonal inversé est également utilisé par des institutions de contrôle, comme la police, et dans des ordres occultes obscurs. On le retrouve également dans le système de rue de Washington DC, ce qui peut être interprété comme de la géomancie, une façon de diriger l'énergie à travers l'architecture et les lignes d'énergie. Sur Terre, certains symboles ont des significations profondes et symbolisent des concepts spécifiques. Par exemple, le pentagramme inversé est associé à l'occultisme noir et représente le pentagramme faustin, en référence à la pièce allemande Faust. Ce symbole représente le pacte avec le diable et la quête de pouvoir terrestre. De même, l'œil qui voit tout est souvent associé à Dieu, à la connaissance, à la vérité et à la souveraineté. On retrouve ce symbole dans de nombreux domaines, tels que l'iconographie, les médias, les institutions financières et les agences de renseignement. Il est utilisé pour transmettre des idées de toute puissance, d'omnipotence et de surveillance totale. Un autre symbole récurrent est la torche illuminée, qui représente la lumière, la connaissance, la vérité et l'intelligence. On le retrouve, par exemple, sur la Statue de la Liberté et dans certains logos d'institutions financières. Ces symboles ne sont pas nécessairement négatifs, mais peuvent être utilisés de manière subversive pour véhiculer des idées ou des qualités spécifiques. Par exemple, certains voient la Statue de la Liberté comme un symbole positif de la liberté par la connaissance et l'illumination. En fin de compte, ces symboles sont utilisés pour créer une identification et un désir chez les individus. Ils sont souvent associés à des concepts comme la liberté, la connaissance, l'illumination et la sagesse. Cependant, il est important de considérer ces symboles de manière critique et de ne pas se laisser manipuler par leur utilisation dans un contexte particulier, comme la publicité ou les institutions financières. L'utilisation de l'archétype est courante dans certains cercles, notamment dans l'occultisme sombre. Le symbole de la chouette est souvent associé à la sagesse, à la connaissance et à l'intelligence, mais aussi à l'obscurité et à la prédation. Les occultistes sombres s'identifient à cet oiseau prédateur qui peut voir sa proie de manière supérieure dans l'obscurité, tandis que sa proie ne peut pas le voir venir. C'est pourquoi la chouette est aimée dans ces cercles et est utilisée dans des rituels tels que ceux du Bohemian Club. Cependant, il y a aussi une controverse quant au fait que la chouette représente Moloch, une divinité à laquelle des enfants étaient souvent sacrifiés dans la tradition cananéenne. Dans le culte du soleil noir, la chouette du Bohemian Club pourrait représenter cette divinité et un rituel de sacrifice pourrait être pratiqué. Cependant, cela pourrait n'être qu'un rituel fictif pour détourner l'attention des membres inférieurs et concentrer leur énergie sur un objectif précis. Dans cet extrait, l'auteur parle d'un rituel qui était exécuté à l'avant, mais qui se déroule maintenant dans un endroit plus profondément caché, probablement dans les forêts californiennes. Il suggère qu'il y a un véritable rituel de sacrifice où l'énergie est canalisée et utilisée à leur avantage. L'auteur mentionne également des symboles liés à l'occultisme dans différents bâtiments, tels que des hiboux et des pyramides, notamment dans le bâtiment du Capitole aux États-Unis. Il évoque également la présence de symboles maçonniques dans le plan de la ville de Washington DC. L'auteur fait également référence à la glande pinéale, symbolisée par une pomme de pin, qui est considérée comme une partie importante du fonctionnement du cerveau. La pomme de pin est un symbole important dans de nombreuses cultures anciennes.
Elle représente l'éveil, la résurrection et la transformation spirituelle. Au Vatican, la cour de la pomme de pin abrite une pomme de pin entourée de 2 pignons, symbolisant la transformation alchimique. Derrière, un sarcophage vide renforce le symbole de la résurrection. Ce symbolisme est utilisé pour transmettre un message aux initiés, qui ont réussi leur propre transformation spirituelle. Le Vatican ne mentionne pas ouvertement ce symbole, mais on peut trouver de nombreuses images de la cour de la pomme de pin sur Google. La pomme de pin est également présente dans d'autres contextes symboliques, tels que des pièces de monnaie, des timbres ou des représentations de divinités. Elle est souvent associée à la connaissance spirituelle ou à la transmission de la divinité à l'humanité. Ce symbolisme gouvernemental et ésotérique soulève des questions sur le pouvoir et l'oppression qui peuvent être camouflés derrière des symboles subtils. Cependant, il est important de ne pas prendre ces interprétations de manière littérale ou d'en faire une vérité absolue. En résumé, l'utilisateur remet en question les croyances religieuses des gens et affirme que certaines actions sont justifiées par ces croyances, même si elles peuvent être illégitimes. Il évoque le symbolisme du sol en damier dans la tradition maçonnique, représentant l'ignorance, l'inconscient et l'esclavage. Il critique l'utilisation de ce symbole dans l'emblème de la police, estimant que cela élève la dualité au-dessus de l'unité. L'utilisateur affirme également que les policiers sont tous immoraux car ils acceptent des actions sans se soucier de leur bien ou mal, et les ridiculise en les comparant à des personnes ignorant la signification du bandeau autour du cerveau. Il souligne le lien entre la police et les ordres occultes et affirme que cela relève d'une maçonnerie noire. L'utilisateur conclut en affirmant que les suiveurs d'ordre ne peuvent pas être moraux par définition, puisqu'ils suivent simplement les ordres sans se préoccuper de leur moralité. Le texte parle de différents symboles et concepts, dont le glaçon fondu, les suiveurs d'ordre, l'hypercube et l'occultisme noir. L'auteur compare le glaçon fondu à un suiveur d'ordre pour exprimer que leurs actions sont contradictoires et ne correspondent pas à leur définition originale. Il critique également les suiveurs d'ordre et promet de les analyser en profondeur dans ses futurs travaux. Ensuite, l'auteur explique le concept de l'hypercube, symbolisant la domination, l'enfermement et l'esclavage permanent. Il décrit comment un cube peut être extrudé pour se transformer en un hypercube à 4 dimensions. L'hypercube est un symbole occulte de haut niveau, rarement montré aux initiés de niveau inférieur. Enfin, l'auteur mentionne que l'hypercube est représenté par un octogone ou une étoile à 8 branches dans certaines projections dimensionnelles. Il souligne l'utilisation de ce symbole par la police américaine, notamment à travers le chapeau à 8 coins, les panneaux stop et leur association avec l'énergie vibratoire du mot stop. Le texte soulève des questions sur la signification des symboles et l'existence de niveaux de connaissances occultes. Dans cet extrait, l'auteur exprime son point de vue sur le symbolisme présent dans certains emblèmes, notamment chez la police et l'armée. Il affirme que ces symboles représentent la domination totale, le contrôle et l'asservissement de la population. Il critique les personnes qui ne comprennent pas la logique du concept de l'ordre et de la hiérarchie, les qualifiant de stupides. L'auteur souligne également l'utilisation de l'octogone et de l'espace clos dans le symbolisme, représentant un contrôle absolu. Il utilise des termes tels que esclaves de maison pour décrire ceux qui sont aveuglés par ces symboles sans en percevoir le sens réel. Enfin, il évoque le lien entre le symbole du courage et l'obéissance aux ordres et considère certains emblèmes comme plus sataniques que d'autres. Dans cet extrait, l'auteur souligne l'utilisation constante du symbole de l'octogone dans les systèmes de sécurité, représentant le verrouillage total. Il mentionne également un bâtiment à Hartford qui, selon lui, symbolise le pouvoir masculin dominant dans la société, avec un symbole phallique et un double carré entourant la plateforme de la déesse. Il affirme que ces symboles sont présents par accident et non intentionnellement planifiés. L'auteur aborde également le thème de l'occultisme noir dans les agences de renseignement, affirmant que les véritables occultistes noirs peuvent être trouvés dans ces institutions. Il mentionne le National Reconnaissance Office comme un exemple de symbole occulte, mettant en évidence le lien entre les agences de renseignement et les entités non humaines avec lesquelles elles travaillent. Dans ce passage, l'auteur parle de la façon dont certaines personnes ne veulent pas entendre la vérité et préfèrent rester ignorantes. Il mentionne l'agence de renseignement appelée Nero, qui est responsable des satellites de reconnaissance et dispose d'un budget énorme malgré un nombre d'employés relativement faible. Il explique que le Nero finance également des entités privées pour réaliser certaines tâches d'analyse, sous des projets spéciaux d'accès restreint. Il conclut en disant qu'il abordera ensuite la symbolique occulte de l'agence, ainsi que des exemples de symbolisme occulte positif.